120% News, deuxième partie. Qui va vous convaincre? Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre avant le débat. Ce soir, nous sommes avec Rosa Méziane, présidente du mouvement pour l'émancipation des territoires. On va reparler de la tribune des militaires qu'elle juge dangereuse et irresponsable. Louis Boyard, porte-parole du mouvement Solidarité étudiante. Arrêtons de culpabiliser les jeunes lorsqu'ils ont en tête de faire la fête et qu'ils la font en plein air. Lydia Guirousse, essayiste, auteur d'Assimilation, en finir avec ce tabou français. Justement, oui, immigration doit rimer avec assimilation. Et puis on terminera avec Maître Hector Lajoigny, avocat pénaliste. Passeport vaccinal, QR code. Aujourd'hui, ça a été montré par le ministre de la Santé et le ministre des Transports. Oui, il faut instaurer un passeport vaccinal. Et vite. Et on va commencer avec Rosa Méziane, présidente du mouvement Émancipation des territoires. On va reparler de cette tribune des militaires. Appel patriote contre le délitement de la France. Tribune qui continue d'engranger des signatures et de faire débat. Le capitaine Fabre Bernadac, invité de BFM TV. Qui appelle à l'insurrection? Moi, j'ai 70 balais, je vais aller me balader dans la rue pour un appel à l'insurrection. Les militaires à la retraite, ils ont tous un certain âge. Vous voyez bien que c'est pas possible. La tribune, elle est pour les politiques. Elle n'est pas politique, elle est pour les politiques. Elle est de leur dire... Encore une fois, attention, cette tribune n'est pas pour aller faire demain descendre dans la rue avec une Kalachnikov. Elle est simplement pour dire, nous avons aujourd'hui l'impression, nous, et peut-être parce que nous sommes proches du peuple, et nous sommes proches du peuple parce que le peuple n'a plus confiance dans sa classe politique. Cette tribune, elle est dangereuse et irresponsable. Rosa Méziane, 90 secondes chrono, c'est parti. Alors, il y a une semaine, Valeurs Actuelles titrait que 20 généraux appelaient Emmanuel Macron à défendre le patriotisme. Alors, j'ai lu et relu cette tribune sans aucune nuance pour y chercher l'amour de la France. Je n'y ai trouvé qu'un texte dénonçant la France au bord d'une guerre civile, presque désiré d'ailleurs par les auteurs de cette même tribune. J'y ai vu des militaires à la retraite, excités à l'idée de revivre quelques sensations, menacer nos dirigeants d'agir sous peine de s'en charger eux-mêmes. Sous couvert d'un patriotisme exacerbé, je n'ai vu non pas l'amour de notre pays, mais bien la détestation des autres dans un nationalisme rance. Pour justifier leur catastrophisme, pêle-mêle, ils citent racialistes, islamistes et banlieusards, désignant sûrement dans leur esprit les mêmes individus. Alors personne n'est dupe de cette propagande d'extrême droite, signée en 3 actes par Valeurs Actuelles. Acte 1, l'appel à l'insurrection de Villiers. Acte 2, la tribune de ces généraux factieux. Et acte 3, le dénouement avec Marine Le Pen dans un remake de Je vous ai compris. Alors ce serait risible si tout cela n'était pas dangereux. Si cette petite musique qu'on distille dans l'esprit des Français, qu'un État fort et protecteur, ce serait forcément un État militaire en faisant fi de notre démocratie. Alors ces militaires se comportent comme une milice au service de leur idéologie et non pas de la République. Je refuse, moi, petite fille de militaire, que le patriotisme soit abandonné et à l'extrême droite et à quelques égarés en uniforme. Enfin, si j'avais l'audace de paraphraser Camus, je vous dirais, faites attention, quand la démocratie est malade, l'extrême droite vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est dit, dangereux et irresponsable, cette tribune des militaires. Lydia Guirousse. Alors dans cette tribune des militaires, en fait, il y a certains ont parlé du droit de réserve qui s'applique également à des militaires qui sont à la retraite. Donc évidemment, on peut condamner le manquement au droit de réserve, mais derrière ça, dans cette tribune, j'ai surtout vu une volonté d'alerter et de secouer un peu le personnel politique pour leur dire, écoutez, agissez avant qu'il ne soit trop tard, agissez avant qu'on soit les uns contre les autres. Et je ne crois pas que ce soit c'est ce qu'ils disent, les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Voilà. Qui aurait prédit, il y a 10 ans, qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège? Oui, et qui aurait prédit, il y a 10 ans, 15 ans, qu'on aurait eu cette femme de 49 ans qui travaille dans ce commissariat, qui serait égorgée, attaquée au couteau par une personne qui entrait illégalement sur le territoire. Ce sont des lanceurs d'alerte. Leur volonté, c'est de dire reprenons-nous, ressaisissons-nous, vite le sursaut pour plus d'autorité et pour éviter que la France ne s'effondre et pour éviter la partition qui
qui vient beaucoup de personnes. Vous avez des intellectuels, vous avez aussi des politiques, parfois des politiques de gauche qui sont courageux et qui n'ont pas cédé à l'islamo-gauchisme, qui tirent aussi la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a un véritable problème et qu'il y a une France qui est en train de vivre les uns contre les autres. Pas les lanceur d'alerte, Lydia Guirous. J'aurais aimé que ce soit juste des lanceurs d'alerte, mais la teneur de ce texte est particulièrement menaçant. En fait, bon nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs de terrain, des acteurs associatifs ou même des politiques, dénoncent la question des violences, l'islamisme, le terrorisme. Enfin, on n'a pas attendu que des militaires viennent nous expliquer un certain nombre de dangers dans notre pays. Mais il faut que chacun reste à sa place. Chacun ce qu'ils craignent, c'est l'explosion et l'intervention. Et ce qu'ils craignent, c'est l'explosion et la guerre civile. C'est ce qu'ils disent, ces militaires. Mais vous avez si l'autorité ne revient pas. Vous avez le sentiment d'être dans un pays qui va basculer dans la guerre civile. Nous donne des exemples pour démontrer qu'effectivement, il y a une montée en puissance de la violence, d'une violence qui se fait également chez les plus jeunes et qui est de plus en plus importante. On en a même débattu. On peut reprendre dans ces cas-là les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais ces généraux sont des hommes qui sont responsables. Il y a aussi d'autres au gradé de l'armée. Ce ne sont pas que des généraux et qui ont qu'une seule volonté, c'est que la situation s'apaise et ils veulent réveiller le politique. Et donc on essaye d'apaiser la situation en appelant à la guerre civile, en expliquant. Non, on n'appelle pas la guerre civile. On explique quand même que si politique ne s'en charge pas, nos forces actives s'y attelleront. Il est là le danger en fait. C'est concrètement. Mais personne n'a appelé à la guerre civile. Non mais attendez. Non mais ce qui est intéressant, simplement pour vous répondre, parce que vous parlez de milice. Mais dans la tribune, sauf erreur de ma part, ils ne sont pas en train d'appeler la guerre civile. Et l'intervenant qu'on a entendu, moi, par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne suis pas non plus d'accord avec votre indignation sélective. On entend Jean-Luc Mélenchon qui demande un châtiment. Et vous parlez de factieux. Mais à quel moment j'ai parlé d'un châtiment Moi, je parle de factieux. Je parle des réactions. On a Jean-Luc Mélenchon qui parle de châtiment. Et vous parlez de factieux. Pour moi, un factieux, c'est quelqu'un qui est en train de brûler les Champs-Élysées, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Et j'ai jamais entendu Mélenchon condamner le moindre dans leur texte, il dédouanait relativement les Gilets jaunes, même dans leur violence. C'est le même combat. C'est que moi, je trouve qu'il faut savoir raison garder. C'est une tribune qui a été écrite le 13 avril. Et on n'en parle qu'aujourd'hui. Et on est en train de faire plus de bruit qu'elle aurait dû en faire. Le débat, c'est de savoir est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer. Il y a certains textes qui disent que quand vous êtes cadre de réserve, vous n'êtes plus astreint au devoir de réserve. Peut-être n'aurait-il pas dû s'exprimer. D'accord, ça c'est un débat. En tout cas, de cette forme-là, oui, ça fait peur quand des militaires font une tribune en disant qu'il faut peut-être voter pour un autre pouvoir que celui en place, mais ils disent pas non plus qu'ils vont prendre le pouvoir. On peut pas parler de coup d'État. J'aime beaucoup votre pudeur et votre naïveté. Ils le disent, il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Voilà ce que disent ces militaires. Aujourd'hui à la retraite. Louis Boyard. Vraiment, c'est que sur ce débat, mais tout le monde y va de sa sauce qui l'arrange. C'est-à-dire que vous, par exemple, la tribune, elle va dans votre sens idéologique. Tant mieux pour vous. Vous avez par exemple donné l'exemple de Jean-Luc Mélenchon ou des Gilets jaunes. Mais en fait, le seul débat à avoir, c'est est-ce que des anciens hauts gradés de l'armée ont le droit de poser une opinion politique ? Non, c'est pour ça qu'on a inventé le devoir de réserve. Et c'est un indispensable dans une démocratie. La démocratie, quand ils sont à la retraite. Hein. La puissance. Mais regardez, si on parle, déjà même quand ils sont à la retraite. Bah non, la preuve, le général de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, qui s'exprime. De toute façon, s'ils sont actifs, cadre de réserve, vous n'êtes plus astreint, sauf erreur de ma part, vous n'êtes plus astreint à un devoir de réserve. Est-ce que ça vous choque pas d'avoir plein de hauts gradés de l'armée, appuyés par des soldats, qui viennent donner une opinion politique, alors que pourtant on dit que l'armée, elle doit justement ne pas donner d'opinion politique, et c'est un indispensable. Et en plus de ça, dedans, ils disent il va y avoir une guerre civile, et si guerre civile il y a, on va prendre les dispositions pour agir politiquement. Mais il ne représente absolument pas l'armée. Non, mais alors, oui, sauf que quand ils se présentent, parce que c'est après quelques recherches qu'on a vu qu'ils étaient retraités, mais qu'en valeur actuelle titre, on parle de 20 généraux qui appellent, donc on ne dit pas 20 généraux à la retraite. Donc on avait envie de faire croire que c'était comme un élan, en fait, poussé par l'armée. Ce qui est dangereux. Rosa Mézia, est-ce que finalement, si cette tribune inquiète, c'est parce qu'elle ne touche pas un fond de vérité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un politique qui est fragile, on a une situation quand même, on le voit bien, qui inquiète les Français. Et donc on doit s'amuser à se faire peur ? Non, c'est pas ça. C'est que non, le but, c'est comme le disait Diago, c'est d'alerter. C'est ça une tribune. Aujourd'hui, tout le monde y va de sa tribune. On a le sentiment que personne n'alerte en fait sur la situation. On a le sentiment à longueur de plateau
qu'on ne parle pas de la question de la délinquance. Pourquoi celle-là, elle déclenche plus de polémiques que sur mais parce qu'elle est dangereuse. Historiquement, des militaires qui prennent la parole de la sorte, ça fait peur aux gens. Mais moi, je trouve que dans le fond, elle est tout aussi ridicule, cette tribune, que plein de personnes qui s'indignent sans donner aucune solution. C'était comme le livre de Stéphane Hessel, il s'indignait du sarkozysme sans donner aucune solution. S'indigner sans donner aucune solution, ça n'a aucun intérêt. Moi, sur le fond, je trouve qu'elle n'a pas d'intérêt, cette tribune. Maintenant, sur la forme, est-ce que quand on est militaire à la retraite, on n'a plus le droit de donner sa parole ? Ils n'en donnent pas non plus des solutions. Hein. Ils expliquent qu'à un moment donné, je la trouve pas bonne. Ça va être la force. Mais maintenant, si vous voulez qu'on parle du fond et des solutions sur la délinquance ou le terrorisme, on peut en parler. Ce qu'ils disent, c'est aux politiques de reprendre la main. Sinon, la société, comme le disait Gérard Collomb, elle va se retrouver en face à face et en affrontement. On ne peut pas juste faire un pas de côté et voir cette espèce de scénette en 3 actes qui n'est pas orchestrée. Une semaine avant, on avait quand même la tribune de De Villiers qui appelle à l'insurrection. Une semaine après, on a les factions. Et quelques jours après, on a Marine Le Pen. Enfin, si on fait fi de la temporalité, bien sûr qu'il y a un scénario à un moment donné qui est orchestré. Et donc, je crois que... Vous êtes bien naïve en politique, Madame Guérouz, sincèrement. C'est bien arrangé. Mais orchestré par qui alors ? Vous voyez pas que là qu'il y a une certaine idéologie d'extrême droite qui est en train d'être diffusée. L'extrême droite, je sais pas. Excusez-moi, De Villiers, les différents militaires. Le patriotisme n'est pas d'extrême droite. C'est bien ce que je défends. Et je pense que c'est généreux. Mais est-ce que vous avez lu le discours en faisant cette tribune qui est courageuse, évidemment, on peut condamner ceux qui sont actifs et qui sont dans un devoir de réserve. C'est l'enquête qui a été auront lancée des par le ministère des Armées. Mais cette tribune, elle est courageuse. Elle a une volonté, c'est d'améliorer la situation et de permettre de redresser la France. Donc je pense qu'on peut les saluer et pas tomber dans des réflexes pavloviens qui sont systématiquement... Moi, je vais saluer les militaires qui sont... Vous êtes tous en train de tomber grossièrement dans le piège de la tribune. C'est-à-dire qu'on a 3 camps. On a le camp des personnes d'extrême droite, malheureusement ils ont le droit d'exister, qui se trouvent bien arrangés par l'opinion dans cette tribune. Le camp des personnes de gauche qui politiquement se trouvent désavantagées et qui s'indignent. Mais si c'était des généraux de gauche, l'extrême droite se serait indignée. Il y a un 3e camp. C'est celui qui dit que des hauts gradés de l'armée, même quand ils sont réservistes, ils n'ont pas le droit d'exprimer une opinion politique parce que ça fragilise la démocratie. Il ne faut pas débattre politiquement d'une tribune portée par des hauts gradés de l'armée. Si c'était une personne de gauche, vous auriez été la première personne à vous indigner. Si c'était patriote, moi je suis pas sectaire. Des tribunes signées par des gens de gauche qui régulièrement dénoncent des atteintes aux droits de l'homme dans un D'accord. Au gradé de l'armée. Ça existe, ces tribunes. Les juges, ils ont un devoir de réserve. Les professeurs, ils sont syndiqués, les juges. Alors on les entend à travers leur syndicat. L'armée n'a pas de syndicat. Exactement. Oui, mais quand ils sont à la retraite, ils peuvent parler. Les magistrats sont un très bon exemple. Alors les magistrats, j'ai pas entendu beaucoup de militants de gauche s'indigner quand il y avait des centaines de magistrats devant les palais de justice en train de s'indigner que Éric Dupond-Moretti soit nommé garde des Sceaux. Je les ai pas entendus, les militants de gauche. Il est où le devoir de réserve pour un magistrat? Ma question, c'est quand le dernier coup d'État qui a été fait par des juges en France? Des coups d'État qui ont été faits par des militaires en France? J'en ai des tonnes. Les juges, ils ont pas les... C'est l'indignation sélective. Le devoir de réserve quand c'est les magistrats qui font le mur des cons. Là, on n'entend pas la gauche. Là, ça arrange la gauche, personne ne parle. On ne dit pas que c'est dangereux pour la démocratie. Non mais... C'est 2 poids 2 mesures. On a passé nos 10 minutes de débat suite à la prise de position de Rosa Méziane sur cette tribune des militaires qui est jugée dangereuse et irresponsable. On va voir ce que vous en avez pensé. Puisque c'est qui va vous convaincre, convaincu ou pas convaincu que cette tribune est dangereuse et irresponsable, Louis Boyard. Complètement d'accord, mais les gens qui sont encore plus idiots et irresponsables, c'est les gens qui tombent dans le piège et qui la commentent. Un verre pour Louis Boyard. Lydia Guérouz, pas convaincue? Absolument pas convaincue. Elle est ni dangereuse ni irresponsable. Je pense que c'est un appel au redressement de la France et je trouve qu'elle est courageuse puisqu'ils prennent leurs risques. Et Maître Joigny. La Joigny, alors moi je suis pas d'accord avec les généraux, mais je suis encore moins d'accord avec cette indignation bien pensante sélective. On n'est pas d'accord quand il y a des tribunes de droite, mais quand il y a des fonctionnaires de gauche qui respectent pas leur devoir de réserve, ça pose de problème à personne. Donc moi je suis pas d'accord avec les généraux, mais je suis pas non plus d'accord avec la prise de position de Rosa Méziane. On a posé la question, ma chère Rose, sur les réseaux sociaux, de savoir si ces militaires devaient être sanctionnés. C'est une autre question qu'on a posée. C'est un non à 73%, donc on voit tout du moins. Certains ont été sanctionnés dans le passé. Ah oui, complètement. Mais là, il y a une enquête qui va être ouverte par le ministère des Armées. À partir du moment où vous déshonorez en fait les principes de l'armée, vous pouvez être condamné à ne plus porter par exemple l'uniforme. On verra ce qui se passe si effectivement il y a des militaires qui sont actuellement dans l'active et qui ont signé cette tribune. Avec Louis Boyard maintenant, on va reparler de cette soirée étudiante, ou plutôt de cette
de cette journée durant laquelle on a vu des étudiants faire la fête, des jeunes, au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Participation à un rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. Et pourtant, dimanche, si on rembobine un tout petit peu, on entendait vraiment des envies de faire la fête. Ça fait vraiment du bien. Après, c'est pas très bien vis-à-vis du Covid et des restrictions sanitaires. Mais quand on y est, on met le masque. Et ben on s'amuse. Voir un peu de gens, ça nous rappelle des souvenirs d'avant. Ça change juste de l'ambiance métro, boulot, dodo. Où les gens parlent pas, sont pas festifs, etc. Là au moins ça change de l'apéro entre amis quoi. Ça a fait du bien à tout le monde. Il y avait des gens qui avaient des masques, d'autres qui en avaient pas, d'autres qui... On avait l'impression qu'on revenait à il y a 2 ans où on profite, il fait beau, on n'a pas de masque, on fait la fête tous ensemble. Alors, faites, vous dites, Louis Boyard, arrêtez de nous culpabiliser. 90 secondes, c'est parti, top chrono. Quand je dis arrêtez de nous culpabiliser, c'est pas juste laissez-nous faire la fête tranquillement, mais c'est penser un peu plus loin que la culpabilisation. On va se retrouver avec un problème en France, il commence à faire beau, ça va faire bientôt 1 an et demi qu'on a les restrictions sanitaires. Ce n'est pas encore le moment de se relâcher, il faut juste regarder les chiffres, ce n'est pas le moment. Malheureusement, pour beaucoup de gens, c'est le moment. Ces gens n'en peuvent plus, le métro boulot dodo comme ils disent, ils n'en peuvent plus. Et du coup, on se retrouve à avoir des jeunes, mais aussi des trentenaires et des quarantenaires qui sortent dehors. Et on peut mettre toute la répression du monde, faire tous les discours moralistes qu'on veut, ces gens continueront d'aller dehors. Et quand je dis qu'il faut arrêter de nous culpabiliser, c'est que plutôt que d'uniquement pointer du doigt ces gens, de leur lancer des enquêtes et de faire des grands discours politiques pour dire à quel point ils sont méchants, il faudrait peut-être mettre en place un système qui permettrait aux gens de pouvoir faire la fête en se protégeant. L'Espagne, par exemple, a fait un festival avec 5000 personnes. Il n'y a eu aucun cluster. Le Pays-Bas fait des festivals. L'été dernier, je me rappelle avoir fait des festivals où tout était très bien encadré parce qu'on avait des sécurités privées qui sont d'ailleurs aujourd'hui au chômage technique, qui savent organiser ça, qui organisaient un protocole sanitaire strict. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec 2 choix. Ou on continue les discours moralistes et on continue les sanctions, auquel cas la répression ne suffira pas et les gens continueront de faire la fête dans les parcs, ou sinon on laisse le pouvoir politique agir et organiser des espaces de socialisation avec un protocole sanitaire strict et encadré. Par exemple, des grandes villes comme Paris ou Bordeaux peuvent le faire, mais des régions aussi où les départements peuvent s'en mêler. Mais à partir du moment où on ne comprend pas que pour les gens, ça ne suffit plus et qu'on ne met pas en place des espaces où les gens peuvent socialiser, on va juste fermer les yeux sur un problème qui va entraîner encore plus de contamination et ça, c'est irresponsable. Allez, c'est parti, place au débat avec ces envies de faire la fête qu'on devrait peut-être plus organiser. Maître Lajoigny. Moi, je suis totalement d'accord avec Louis Boyard. En réalité, on a des jeunes qui font des efforts immenses depuis 13 mois, qui ont renoncé à quasiment toute vie sentimentale, étudiante, professionnelle, pour protéger les plus fragiles, alors que eux ne risquent pas grand-chose. Au bout de 13 mois, je ne vais pas les encourager à faire la fête, on ne va pas dire que c'est bien, mais ça se comprend tout à fait. Ce qui est choquant, et ce qui a pu être choquant un petit peu dans ces histoires-là, c'est l'opportunité des poursuites. En droit, vous avez le procureur qui a l'opportunité des poursuites, ça veut dire que quand quelqu'un traverse hors d'un passage clouté, on ne va pas forcément le mettre en garde à vue. Et bien là, vous avez quand même un jeune qui à Rennes, je crois, dans la banlieue de Rennes, a fait 1 ou 2 mois de détention provisoire pour avoir organisé une rave party qui n'a, je crois, eu aucune incidence sur le virus. Il n'y a pas eu de cluster. Donc, on ne peut pas dire que c'est formidable, appeler les jeunes à faire la fête par milliers dans la rue. Mais il faut organiser ça. Il faut organiser ça. Ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et puis, il faut que le parquet fasse son travail d'opportunité-poursuite. La place des jeunes qui organisent une fête, ça peut être une amende, ça peut être une sanction. Elle est pas en détention provisoire. Pardon, mais justement, le mise en danger de la vie d'autrui, ça ne tient pas là. La mise en danger de la vie d'autrui. Soyons clairs. Mais soyons clairs, parce que si ce soir vous dites. Là, vous faites la fête dans un parc, le mise en danger de la vie d'autrui, ça ne tiendra pas. C'est presque, comprenez, c'est presque un passeport à aller faire la fête. J'ai bien compris que c'est pas ce que vous disiez, Louis Boyard. Mais je crois avoir un début de réponse. C'est qu'en réalité, les jeunes qu'on a vus sur les images sont belles, ils sont hyper sympathiques. On n'a pas vu de gens à risque, on n'a pas vu de. Alors, on ne sait pas, on peut être asymptomatique. Mais alors, dans ces cas-là, si on est à risque. On peut très bien avoir des maladies, on peut. D'accord, mais si on fait le choix d'aller faire la fête alors qu'on est à risque, à un moment, l'individu est libre. Ouais. Ils n'ont pas fait une fête dans une maison de retraite avec des gens qui avaient... Non, mais ensuite, ils vont peut-être voir de la famille. C'est là où, étrangement, je ne vais pas être d'accord avec vous. Quand on va faire une fête avec une personne à risque, on contamine une autre personne qui va peut-être contaminer la grand-mère qui va mourir. Laisser ces fêtes-là s'organiser, c'est extrêmement dangereux. Moi, je dis pas accru l'épidémie. Mais justement, si jamais on pense que le tout répressif et tout le discours moraliste, ces fêtes-là, elles continueront d'exister. C'est pour ça qu'il faut les organiser, parce que ces fêtes sont dangereuses et elles continueront de proliférer si jamais on n'en organise pas.
Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Je dis pas qu'il faut encourager, je dis juste qu'il faut sanctionner à la bonne mesure, c'est tout. Rosa Méziane. Personne ne peut soutenir en fait ce genre de fête de manière sauvage. D'ailleurs, on avait aussi des trentenaires, voire un peu plus. Enfin, que la comorbidité, elle ne se voit pas forcément. Peut-être même des cadres. Et oui, il y avait peut-être des pré-boomers. mais on peut pas. On est obligé d'avoir un discours de fermeté parce qu'effectivement, ça, c'est la porte ouverte à tous les excès. Là où je suis d'accord, c'est qu'on est obligé d'avoir un certain nombre de soupapes. Personne ne peut rester 13 mois comme ça. Alors un petit peu moins parce qu'il y a eu l'été, mais quasiment depuis un an, de façon endurante, avec un pays qui est comme ça mis sous cloche et une jeunesse qui est mise sous cloche. Donc, moi, je ne peux pas cautionner cette façon de faire, mais je comprends bien évidemment l'envie de cette jeunesse de vouloir un tout petit peu faire la fête. Et si à un moment on n'organise pas un tout petit peu un retour à la vie normale, un retour aussi au festif de manière contrôlée, on aura de plus en plus ce genre de choses. Ça a commencé, ça fait déjà plusieurs mois, j'ai été extrêmement ferme sur la question des restaurants clandestins. Là, c'est exactement la même chose. Sur la question en fait de la mesure, si au final on n'est que sur du contraventionnel, il ne faut pas s'étonner en fait que plus personne ne respecte les règles. Lydia Guirous. Alors moi je comprends en fait cette jeunesse qui depuis un peu plus d'un an maintenant... Vous auriez pu vous retrouver au milieu en plein air Non, parce que c'est pas trop mon genre, mais je respecte la loi, voilà, je suis dans le cadre, je suis légitimiste, je ne les encouragerai pas à le faire, mais ça fait un an, un peu plus d'un an en fait que vous avez cette jeunesse qui est enfermée, qui ne voit plus ses camarades de classe. Les cours se font en distanciel et c'est absolument atroce. Vous passez des heures, parfois dans des chambres de bonne, devant un écran à écouter un professeur. Elle a vraiment été mise à rude épreuve, cette jeunesse. Et donc, en plus, elle a des perspectives qui ne sont pas forcément formidables au niveau de l'emploi. Certains sont dans la plus grande précarité. Donc, je comprends qu'ils aient ce besoin qui relève presque d'un élan vital de faire la fête et de se retrouver. Et par ailleurs, je crois que plus l'on interdit, plus on crée des situations telles que celle-ci, que ce soit des fêtes clandestines ou des restaurants clandestins. Et c'est pour ça qu'il est important d'organiser les choses. Il y a des pays étrangers qui nous montrent. D'accord, mais c'est quoi organiser? Parce que là, je pense qu'on peut tester à l'entrée ces mais là, personnes. c'est dans un parc. On peut suivre les personnes mais c'est parce que ce n'est pas organisé que ça s'organise dans un parc. D'accord, on va venir sur le passeport vaccinal tout à l'heure. Mais non, mais Louis Boyard, parce que là, vous parliez de concerts organisés. Là, c'est quoi? Ils sont quoi? Une cinquantaine, une centaine? Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, on se retrouve en plein air et ça sera compliqué d'organiser des gens qui vont se retrouver à 10, même avec, comme on dit aujourd'hui, mettre du son et se retrouver à 10 ou à 15 en plein air. Et là, vous n'allez pas demander une autorisation pour se retrouver à 10 dans un parc en plein air. À Paris, il y a des tas de gens qui se retrouvent. On a tous des jeunes autour de nous qui disent tiens, ce week-end, je vais retrouver un tel, on est dans un parc, ils sont 10, 15. Voilà, faut pas être hypocrite là-dessus. On va pas organiser ça, Louis Boyard. Je dis ça, c'est qu'il faut organiser tout simplement, je vais dire les termes, réouvrir les festivals. Et ce qu'ils font, par exemple, je vous donne un exemple. Pour se présenter au festival, il fallait en Espagne. Regardez, en Espagne, ils ont fait ça. Pour pouvoir se présenter au festival, il fallait y tester systématiquement les gens. Les gens devaient venir en plus avec un test Covid de 72 heures avant. Pour consommer la boisson, il fallait qu'ils aillent dans un carré où ils étaient à 1 mètre de distance et qu'ils buvaient la boisson. Et après, ils avaient les masques sur le reste. Et ça marchait. Il y a eu 5000 personnes qui sont allées là-bas. Plein de personnes aimeraient aller là-bas. Ça fonctionnerait. Et on peut tracer. Et il n'y a eu aucun cluster. Et aux Pays-Bas, ils sont en train de le faire. Et il n'y a aucun cluster. Pourquoi? Parce qu'il y a des sécurités privées qui sont aujourd'hui au chômage technique. C'est le métier d'organiser ça, qui savent faire et qui demandent à le faire. Et par ailleurs, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne veulent plus se vacciner. Vous avez une application, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vite ma dose, avec des créneaux qui sont disponibles. Peut-être qu'on pourrait ouvrir la vaccination aussi aux jeunes et ça permettrait d'éviter de les culpabiliser. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que là où la justice intervient, où là la force publique, je mets des guillemets, intervient, c'est sur les quais de Seine, c'est sur les quais de Rhône, c'est sur les quais de Saône, ça peut être sur les abords de la Croisette ou de la promenade des Anglais. Et c'est là, avec les beaux jours qui arrivent, c'est là qu'on a envie de se retrouver et c'est là que ça pose problème. C'est ce que disait encore un chef de service de réanimation tout à l'heure, en disant 15, 20, 30 personnes comme ça qui se retrouvent côte à côte, même en plein air, c'est problématique. Non, mais le week-end, on se balade sur Paris, sur les quais, quasiment tous les 30-40 mètres, il y a des policiers et ils traquent quasiment les groupes. Enfin, j'ai pas vu des groupes de 10, 15, 20, les gens sont relativement raisonnables. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous avez
compliqué d'organiser ça. On ne va pas organiser les rassemblements sur les quais de Seine. C'est que même l'acte anodin d'aller pique-niquer avec quelques amis sur les quais ou ailleurs, ça devient quasi problématique. Aujourd'hui, 19h, le soleil s'est même pas encore couché, qu'on est déjà chez nous. Enfin, faut comprendre aussi l'état d'esprit dans lequel on est depuis plusieurs mois. Donc, en fait, l'acceptabilité est dépassée. Si on comprend pas, voilà, exactement. Le seuil de tolérance. Si on ne comprend pas que le seuil de tolérance, il est complètement dépassé et que chaque jour, chaque week-end, on vit des choses complètement stupides où on est obligé, alors qu'il n'y a pas un pélos aux alentours, obligé de porter le masque et on risque une contravention. Bah oui, à un moment donné, on ne comprend pas, on n'a plus envie. Et oui, on en arrive à ça. Il faut vivre avec. Bien sûr qu'il vaut mieux organiser. Et organiser. Bon, on va voir ce que vous avez pensé, mais j'ai l'impression que vous étiez tous assez d'accord avec la prise de position du camarade Louis Boyard. C'est parti. Pas de culpabilisation, mais plutôt de l'organisation, Lydia Guirousse. Oui, il y en a assez de culpabiliser les jeunes qui font énormément d'efforts. Je trouve que majoritairement, ils respectent les règles. Ils ont beaucoup pris sur eux. Donc, je suis plutôt convaincue. Et puis, j'appelle à trouver vraiment des alternatives pour que cette jeunesse puisse vivre et revivre normalement. Maître Lajoigny. Oui, moi je suis parfaitement convaincu, arrêtons d'embêter la jeunesse, sanctionnons à la mesure de la gravité des événements, mais je ne crois pas que ce soit les pires délinquants du pays en ce moment. Non, prenons exemple sur ce qui est fait à l'étranger et notamment en Europe sur un certain nombre d'événements. On en a juste un peu marre de ne plus quasiment vivre. Voilà, 3 verres pour l'ami Louis Boyard. J'espère que ces 3 verres et ces propositions vont remonter jusqu'aux autorités compétentes. Nous verrons le poids de Louis Boyard. On a posé une question aussi sur les réseaux sociaux juste avant l'émission pour voir comment elle vivait. Soirée clandestine. Alors là, on est allé sur les soirées clandestines. Faut-il punir davantage ? C'est un oui quand même qui est majoritaire à 59%. Là, c'était pas un rassemblement clandestin, ce qu'on a vu du côté des Buttes-Chaumont, même si ce n'est pas recommandé. On va revenir maintenant à des sujets plus politiques et polémiques avec Lydia Guirousse. Après l'attentat de Rambouillet, on a découvert que l'assaillant, son profil, il avait passé 10 ans en France, sans papier, entre 2009 et 2019, avant d'avoir un titre de séjour et un emploi grâce à ce qu'on appelle la circulaire Valls. Après, on se souvient qu'il était inconnu des services de police, même si son ordinateur, son entourage sont encore passés au crible en ce qui concerne sa radicalisation. On va réécouter ce que disait le procureur, justement, sur ce profil. Originaire de la ville de Emsaken, il s'avérait titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 28 décembre 2020 et valable 1 an. Il avait bénéficié, fin 2019, d'une autorisation exceptionnelle de séjour pour salariés. Il occupait un emploi de chauffeur-livreur. Et pour Lydia Guirousse, aujourd'hui, pas de naturalisation, pas de nationalité française sans assimilation. 90 secondes, c'est parti. Lydia, c'est à vous. Alors, le terreau fertile de la radicalisation et du passage à l'acte, c'est le communautarisme islamique. Et tant que l'on acceptera sur notre territoire des personnes qui sont entrées illégalement comme ce terroriste, mais qui en plus n'aiment pas la France comme ce terroriste, nous ne parviendrons pas à refaire nation et à éviter la radicalisation d'une partie de la jeunesse. À Rambouillet, le terroriste est un Tunisien qui est entré illégalement sur le territoire national et est resté 10 ans dans l'illégalité avant d'être régularisé parce qu'il a eu un CDI de livreur. Donc la présence illégale sur notre territoire est donc récompensée. La fin de ce délit, en fait, est une invitation à l'illégalité et la démonstration qu'il n'y a pas de volonté de reconduire à la frontière ceux qui arrivent illégalement sur notre territoire et qui ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile. Donc la régularisation et la naturalisation doivent aujourd'hui se font sans vérification rigoureuse de la pleine volonté de s'assimiler à la culture française, de s'assimiler à nos valeurs et de respecter notre mode de vie. Et sans l'assimilation, il ne faut ni régulariser, ni naturaliser, parce que ne pas le faire, c'est ouvrir la voie à une France qui va se scinder en deux, qui va s'opposer très violemment dans les années à venir. Et régulièrement, on voit de nombreuses choses dans l'actualité qui le démontrent. Gérard Collomb lui-même avait parlé lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur, et pourtant c'est un homme de gauche. Il avait dit que nous allions vers une France où les gens allaient vivre les uns contre les autres. Eh bien, nous y sommes. Et donc, il est urgent de relancer l'assimilation pour préserver l'unité nationale et l'identité française. C'est parti. Rosa Méziane, assimilation. Je crois qu'il faut être assez clair peut-être sur les termes. Et pendant des années, on a effectivement eu une politique d'assimilation. Pour comprendre, il y a très longtemps qu'on l'a plus.
on a deux idéologies, ou en tout cas deux façons de faire qui s'opposent, l'assimilation et l'intégration. Alors l'intégration, c'est un petit peu le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, c'est un peu comme le McDonald's, venez comme vous êtes. Alors que l'assimilation, c'est plutôt faites comme nous sommes. Et donc ces deux manières de faire, en fait, je crois qu'il faut savoir peut-être les nuancer, ne pas tomber dans l'excès de l'assimilation qui voudrait que vous Quels seraient ces excès ? Si je peux terminer, je vous en prie, mais je vous pose une question pour qui vous pousse en fait à renier quasiment qui vous êtes. C'est absolument pas ça, puisque quel homme, quelle femme doit renier qui est capable d'oublier d'où il vient, qui sont ses parents, ses grands-parents, son Dans la histoire. culture française, il y a la politesse, Pardonnez-moi, mais je crois savoir qu'on a quand même dans le débat politique actuel, enfin, si vous êtes juste un tout petit peu démocrate, vous laissez en fait le débat se faire. Alors on se parle, et puis même si effectivement ce que je vous dis ne vous plaît pas, on pourra facilement interagir. Je vous remercie. Donc effectivement, dans le système d'assimilation, on a aujourd'hui dans le débat public des personnes qui voudraient que l'on change de nom, que l'on puisse en fait quasiment oublier ses racines. Je crois même vous avoir entendu. C'est une erreur. Je crois même vous avoir entendu expliquer que si des femmes qui portent le voile aiment autant la République, elles devraient l'enlever. Oui, mais je faut faire un pas vers la France, la République. Oui, mais je crois pas toucher en fait à la spiritualité des gens, c'est effectivement leur demander de renier ce qu'ils sont. Ce n'est pas le prosélytisme, madame. Là, ce qu'elle pointait, c'était les 10 ans. Mais tout de même. 10 ans. On avait hier Fatima Bennomar. D'accord, on avait hier Fatima Bennomar qui nous a expliqué de manière irrégulière sur le territoire et finalement. Je crois qu'il faut savoir en fait ne pas confondre les sujets. La question de l'immigration et notamment l'immigration illégale, comment elle est traitée en France ou plutôt comment elle est maltraitée en France, c'est un véritable sujet. Maintenant la question en fait de l'immigration et de l'assimilation, c'est extraordinaire. Enfin, la démocratie, vous avez vraiment beaucoup de mal. Donc on a ce que je vous disais deux choses qui s'opposent. Et je crois qu'on a peut-être un chemin entre les deux, entre ne pas tomber dans l'excès de l'assimilation où on vous demande de renier qui vous êtes et ne pas tomber Madame Guirousse, et ne pas tomber non plus dans les excès de l'intégration où on explique aux gens soyez comme vous êtes et tant que vous payez des impôts et que vous respectez la loi, vous faites partie de la France. Non, je crois que faire nation, c'est un petit peu des deux. C'est permettre aux gens en fait de connaître notre culture, notre histoire, nos mœurs, mais en même temps de laisser chacun pouvoir développer aussi ou en tout cas continuer dans leur altérité. Pointe du doigt, c'est l'assimilation, c'est aussi accepter dans le pays dans lequel vous vivez, on puisse critiquer les religions, critiquer le prophète et que ça ne vous pousse pas à vous radicaliser. Or là, le moment où il a basculé, cet homme, effectivement, c'est au moment où sont ressorties les caricatures de Mahomet. Et qui ne deviennent pas terroristes. Chronologiquement, dès octobre, il a été dans des discours de haine très forts et il a été régularisé le 28 décembre 2020. Il est passé à l'acte en avril. Donc vous voyez bien que cette régularisation... Vous faites mieux que les renseignements généraux. J'ai lu des articles dans Le Monde, vous pouvez aller lire, on prépare un peu ces émissions en amont. Louis Boyard. Et donc, il y a un problème, on régularise une personne qui est dans la haine extrêmement violente et qui est biberonnée à ces caricatures qui disent que la France est islamophobe, au discours de Jean-Luc Mélenchon, Edoui Plenel, Tariq Ramadan et tant d'autres qui sont toujours dans ces discours qui montrent du doigt la France et qui disent finalement faites comme chez vous, vous êtes tous acceptés comme vous avez envie d'être, c'est une république à la carte. L'assimilation, je voudrais quand même le préciser, ce n'est en aucun cas effacer l'histoire des personnes, être une page blanche. Ça, c'est les détracteurs de l'assimilation qui donnent cette définition. L'assimilation, c'est permettre de faire souche en France et pour ça, il y a des règles. C'est celui qui arrive qui doit s'adapter. L'intégration, on a été dans le mur de l'intégration, nous y sommes, c'est le communautarisme. On y va. Louis Boyard et Maître Lajoigny. Est-ce que je peux vous demander une minute sans m'interrompre Voilà, culture française. Allez-y. Louis Boyard. J'appelle Beauvau, on vous enlève la carte d'identité. Allez-y. Alors, premièrement, déjà, je vois un Vous appelez Beauvau, vous m'enlevez la carte d'identité. Pourquoi vous êtes pour... Donc en fait, vous êtes pour la déchéance de nationalité. En fait, c'est ce que pour vous les proposez. Personnes qui manquent de politesse, mais pas pour ceux qui font du terrorisme, monsieur. Vous savez quoi Je suis sûre que pour les terroristes, vous êtes contre la déchéance de nationalité. Alors, allez-y, finissez, Louis Boyard. Premièrement, vous voyez ce que je vous ai dit, c'était extrêmement violent et je m'en excuse. Mais en fait, c'est cette violence-là. Cette violence-là, en fait, en écoutant de votre discours, c'est ce que les gens entendent. Absolument Parce que pas. quand vous parlez de... Peut-être chez les gauchistes. Laissez-moi une minute. Premièrement, je vois un premier critère, l'impossibilité. Demander aux personnes d'être assimilées, mais en fait, comment est-ce qu'on juge ça? En fait, c'est dans la loi. Une minute. C'est dans la loi. Une minute. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens, comment est-ce qu'on juge en fait si une personne est assimilée à la culture française? La culture française est trop variée, trop diverse. Ah non, c'est extrêmement. Attendez. Laissez finir le Boyard. Je sais que certains disent qu'il n'y a pas de culture française, qu'il y a des cultures en France. Si vous n'êtes pas capable de tenir une minute. Attendez, Lydia Guirousse, s'il vous plaît. Non mais ouais. Louis Boyard. Quoi. Bon, c'est extrêmement difficile. C'est très important en fait. Louis Boyard.
c'est extrêmement difficile à juger. Et dans un texte pratique, c'est extrêmement difficile à juger. Non. Deuxièmement, je vois un autre critère, c'est la méconnaissance du sujet. Est-ce que, par exemple, Kouachi, il était né en France. Mohamed Merah, il était né en France. Yassine Sali, il était né en France. En fait, à peu près 60 à 65% des terroristes sont nés en France. Et si jamais on avait appliqué la mesure que vous préconisez, ça n'aurait absolument rien changé. Mais enfin, je vois un dernier sujet. Régularisation, naturalisation, niette. Une minute. Et simplement pour répondre après quand vous aurez terminé. Le droit du sol ne suffit pas. Louis Boyard, ensuite, je vois un dernier sujet, c'est l'arrogance. Comment est-ce qu'on peut se dire, moi qui ai ma culture française et mes racines, je vais demander à une autre personne qui a sa culture et ses racines de se déraciner. L'assimilation, c'est nier l'identité d'autrui. Eh bien non, et nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Une minute. Nous sommes opposés sur ce justement, d'où le débat. Louis Boyard, vous finissez et Maître Lajoigny. Juste, ça fait 8 fois que vous m'interrompez. Mais je poursuivrai si vous dites autant d'ineptie. Alors, Louis Boyard. C'est nier l'identité d'autrui et d'ailleurs la plupart. Absolument pas. Mais ouais. Je suis pas sûr. Laissez-le finir. Je vais juste terminer parce que c'est pas possible de débattre avec elle. Elle n'a pas d'argument, c'est du vide et en plus elle interrompt tout le monde. C'est très gentil, mais ça c'est votre. Maître Lajoigny. Pour répondre à Louis Boyard, moi je constate que vous, dans une transparence que je reconnais, vous croyez pas à l'assimilation et vous croyez à l'intégration. C'est tout à fait respectable. Et Rosa Méziane, vous avez parlé d'excès d'assimilation. Moi, je trouve qu'il y a un modèle entre les deux. Mais pour finir, moi, je ne crois pas à l'intégration, je crois à l'assimilation. Et je crois qu'en France, on a prouvé que c'était un pays qui était capable d'assimilation. Les immigrés de première génération, il y a un très beau livre qui a été écrit là-dessus, qui s'appelle La cerise sur le ghetto, qui a été écrit par un maghrébin qui a grandi dans un quartier avec une journaliste du Figaro. Et lui disait, moi, maghrébin, musulman pratiquant, quand mes parents sont arrivés en France, mon père demandait à ma mère de retirer le voile pour aller à la plage. Si elle ne le faisait pas, on n'allait pas à la plage. Je ne dis pas qu'il a tort ou il a raison, mais je dis juste que c'est quelque chose qui existait en France. Et il y a quelques années, il n'y avait aucune difficulté avec l'assimilation en France. On pouvait très bien être parfaitement intégré en France et pratiquer sa religion parfaitement. Non, mais moi, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est regrettable que de remettre en cause l'assimilation, c'est tout. Si, je remets en cause le modèle d'assimilation parce que peut-être que vous n'y voyez aucun mal, mais il faudrait peut-être demander aux concernés qui parfois ont vécu ça comme particulièrement une violence. Moi, je l'ai vécu, je suis née en Algérie, c'est pas une violence. Certains expliquent que ce n'est pas renier l'autre. Vous expliquez qu'il y a une liberté de conscience à partir du moment où il y a des légers accommodements. Mais Lydia Guirous, il y a quelques semaines, nous expliquait qu'une femme voilée qui respecte la République, elle enlève son voile. Donc à partir de quel moment, en fait, on explique que là, on est dans l'assimilation, là, on n'est plus dans l'assimilation. Et il est là, en fait, le danger. Et je crois, moi, pour ma part, faire preuve d'un tout petit peu de nuance. Parce que je crois qu'effectivement, quand on aspire à faire société en France, on doit effectivement comprendre les questions de mœurs, les questions de culture, comprendre aussi l'histoire française. C'est de l'intégration et non pas de l'assimilation. En fait, moi, je parlerais plutôt d'inclusion. À mi-chemin, en fait, entre l'assimilation et l'intégration. Parce que je crois qu'on peut effectivement être musulman, on peut parfois effectivement fêter certaines fêtes. Personne n'explique par exemple que pour dire intégration et faites comme vous voulez. Pourquoi vous dites c'est un piège? C'est ça que je comprends pas. Parce que là, c'était clair. La nuance, c'est un piège. Non, c'est pas la nuance. C'est pas la nuance, c'est pas la nuance, c'est le louvoiement. L'inclusion, le modèle inclusif, c'est le modèle qui vient des États-Unis. C'est le multiculturalisme qui se déguise. L'intégration ne fonctionne pas. L'assimilation a très bien fonctionné pour de nombreuses populations. Je dis pas que c'était facile, mais les Italiens l'ont fait, les Polonais l'ont fait, et d'autres l'ont fait, et ça a très bien fonctionné. De nombreux Polonais sont rentrés en Pologne, notamment pour des questions religieuses. Je suis née en Algérie, j'ai une confession qui n'est pas la confession dominante en France. Mes grands-parents sont arrivés, ils se sont assimilés. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de faire souche en France. Comment on le fait? Simplement en étant dans une forme d'humilité, en s'adaptant au pays dans lequel on vient, en considérant qu'on a des devoirs et pas simplement des droits, et que ce n'est pas aux minorités de dicter ce que vous êtes en train d'écrire. Ce n'est pas le modèle d'assimilation. Et là, vous dites quelque chose. Il y a une culture française, il y a une identité française, et j'ai l'impression que dès lors qu'on parle de la culture française, dès lors qu'on évoque l'identité de la France, on est un afro-facho et qu'on est personne l'a dit.
de violence. Alors Lydia Guirousse, pardon. Louis Boyard. Vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, c'est le mot humilité. C'est-à-dire que quand la personne arrive, elle doit faire preuve d'humilité. Ça me paraît être de la moindre des politesses que de faire preuve d'humilité. Mais les Français aussi doivent faire preuve d'humilité. Mais qui a dit le contraire? Mais personne ne dit le contraire. Et en fait, parce que là, on a des contraire. Vous êtes en train d'expliquer qu'en fait, à partir du moment où on est respectueux, pardon, je suis désolée, mais à partir du moment où on est respectueux des lois, à partir du moment où on respecte les mœurs, je peux très bien respecter les mœurs et la culture sans pour autant en fait renier ce que je suis. Sauf que dans votre discours, vous demande de renier qui vous êtes. Il y a une sphère publique et une sphère privée. C'est vous qui êtes contraire. Vous tenez un discours en fait sur ce que doit être l'assimilation, et de l'autre côté, vous nous expliquez en fait les interdiction qui vous sont propres. Je suis désolée, mais par exemple, la liberté de conscience, c'est constitutionnel. Donc si vous êtes un tout petit peu républicain, vous devez respecter. Donc l'assimilation que vous prenez est dangereuse. Vous parlez de la référence que j'ai faite aux femmes voilées pendant le temps scolaire. Je refuserai toujours qu'il y ait des femmes voilées pendant le temps scolaire, puisque c'est l'école de la République et vous ne respectez pas la loi. On va voir ce que vous avez pensé, là encore, du point de vue de Lydia Guirousse. À mon avis, ça va être très partagé. Hector Lajoigny, pas de naturalisation sans assimilation, il faut de l'assimilation. Alors moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'a dit Lydia Guirousse, mais moi je suis parfaitement d'accord avec le principe d'assimilation. Donc même si je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis parfaitement sur d'accord. Voilà. Donc sur l'intitulé de dire oui à l'assimilation, oui des deux pieds. Là il me semble qu'on a deux noms. Enfin je fais une petite vérification juste pour la fin. Rosa Méziane. À chaque fois vous êtes d'accord, mais vous votez le contraire. C'est intéressant. Ouais, c'est super. Ça s'appelle la nuance dont vous parliez tout à l'heure. Alors non, parce que là c'est de la contradiction. Mais je crois qu'il est d'accord. Mais on pourra faire effectivement un débat sur l'étymologie de nuances. Pour ma part, ce sera pas d'accord évidemment parce que Madame Guirousse confond effectivement ce qu'est l'immigration, ce qu'est l'immigration illégale, ce que c'est que l'assimilation et ce que c'est que l'intégration. Effectivement, on pourra en redébattre peut-être plus calmement où chacun pourra discuter normalement. Louis Boyard. Moi je suis pas d'accord et je tenais à m'excuser, je me suis emporté à plusieurs reprises, mais s'il vous plaît, respectez vos interlocuteurs, arrêtez d'interrompre constamment. Systématiquement, mais j'aime corriger. Vous recommencez, apprenez à débattre, vous ne savez pas débattre, soyez respectueux. Alors s'il vous plaît, Lydia Guirousse, et puisque vous parlez d'assimilation, je rappelle justement le titre de votre livre, justement, qui est au cœur de votre prise de position, assimilation, en finir avec ce tabou français, c'est aux éditions de l'Observatoire. Et on va terminer avec Maître Hector Lajoigny. La France expérimente un pass sanitaire avant d'embarquer dans les avions via l'application anti-Covid. En fait, c'est un code qui va intégrer le test de détection négatif. Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, est allé vérifier tout à l'heure du côté d'Orly. Ces applications numériques, elles permettent au moins 3 choses. D'abord, Cédric l'a dit, désengorger les queues, éviter ces phénomènes de queue avec les différents documents que vous devez présenter avant d'embarquer ou parfois avant de déposer vos bagages. Donc fluidifier la circulation dans l'aéroport, faciliter la vie des passagers et puis limiter la fraude. On sait très bien que sur un certain nombre de documents, des faux tests PCR ont été produits et cela permet de certifier les différents documents de transport. Et c'est un vrai débat qui a lieu aujourd'hui en Europe sur ce passeport vaccinal. Et vous dites, Maître Hector Lajoigny, passeport vaccinal. Allons-y, top chrono, 90 secondes. Oui, ce soir, moi, je demande au président Emmanuel Macron de s'emparer juridiquement du passeport vaccinal parce que c'est difficile juridiquement à autoriser, mais c'est très ambitieux. Pourquoi ? Parce que si on autorise un passeport vaccinal, ça permettra de respecter les croyances un petit peu de chacun. Vous aurez les anti-vaccins qui vont continuer à pouvoir ne pas se vacciner, à ne pas croire au vaccin, ne pas croire à la science et conserver leur degré de liberté qu'ils ont aujourd'hui. Mais vous avez ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, qui en ont marre au bout de 13 mois, je pense notamment aux jeunes, qui ont envie d'aller plus vite. Et ce passeport vaccinal, ça va permettre justement de pouvoir regagner un certain nombre de nos libertés. Ça a été fait notamment en Islande, ça fonctionne bien. Les autres pays européens y pensent et aimeraient le mettre en place. Et puis, c'est aussi, pour moi, la dernière pierre à l'édifice de la stratégie de vaccination ou d'immunité collective dont nous parle Emmanuel Macron depuis 13 mois. On nous dit qu'il faut tenir depuis 13 mois parce qu'à la fin, on aura une immunité collective. Et moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. On a quasiment fini. Et puis, ça permettrait surtout de donner une contrepartie au vaccin. Aujourd'hui, on vous dit vous devez vous vacciner, on se vaccine, et on n'a pas de contrepartie immédiate. Avec la possibilité d'avoir un passeport vaccinal, ça permettrait d'avoir une contrepartie, et ça permettrait, notamment aux jeunes qui ont fait énormément d'efforts dans cette affaire, de pouvoir ressortir, d'aller de nouveau en terrasse, et ça permettrait aux gens de vivre tout simplement
grâce justement à ce passeport vaccinal qui vous donnera patte blanche pour pouvoir recouvrer et regagner vos libertés. Alors, passeport vaccinal, place au débat, d'accord ou pas? J'aimerais bien être d'accord, mais le jour où les jeunes seront vaccinés et pourront bénéficier du passeport vaccinal, c'est qu'on sera déjà sorti de la crise. Parce que le problème, c'est que si jamais on a le passeport vaccinal à la condition d'avoir un vaccin, ça fait des lustres qu'on l'attend le vaccin. Et on sait qu'on l'aura en dernier. Donc au final, une fois qu'on aura le vaccin, il n'y aura plus besoin de passeport vaccinal. Si tout le monde est vacciné, on ne pourra plus empêcher les jeunes de sortir. C'était ça mon point. Il y a aussi un autre problème avec la vaccination, c'est que quand on est vacciné, on est toujours porteur. Et c'est ça aussi le principal problème. Beaucoup moins. Beaucoup moins, mais on l'est toujours. Et on limite aussi la probabilité de chance d'avoir un variant. Le passeport vaccinal peut être intéressant, mais il y a il y a deux problèmes, c'est que pour les jeunes, ça va pas être utile parce que ce seront les derniers vaccinés, et aussi jusqu'à quand. Et le jour où le passeport vaccinal pourrait être utile, ce sera déjà trop tard. Alors, Maître Lajoigny, pardon. Je tente de vous répondre rapidement pour être sûr de bien avoir été compris. Moi, je comprends tout à fait votre point en disant les jeunes ne vont pas être éligibles au vaccin tout de suite. Mais en réalité, on empêche les jeunes de sortir aujourd'hui en disant vous transmettez le virus, donc vous êtes dangereux. Si tous les gens sont vaccinés, on ne va plus empêcher les jeunes de sortir, même s'ils ne sont plus vaccinés. Oui, les formes graves seront diminuées, la charge virale dans la transmission sera diminuée. Mais est-ce qu'on ne va pas créer quand même une espèce de pays à deux vitesses entre ceux qui pourront sortir, ceux qui ne pourront pas bouger, ceux qui pourront aller au restaurant, ceux qui ne pourront pas y aller? L'excès inverse, ce sont les gens qui ne veulent pas se vacciner en disant moi je ne me vaccine pas et je compte sur les autres. Vous insistiez tout à l'heure sur la liberté, donc c'est aussi on prend un risque, mais c'est sa liberté de dire je ne fais pas vacciner. Ils sont libres de ne pas se vacciner. Mais ils sont donc tout à fait libres de ne pas se vacciner. À résidence, ils quittent plus la France, mais pas du tout. Ils n'ont plus le droit de se déplacer. Si un artiste veut se produire, il a tout à fait le droit de dire voilà, moi je demande un pass vaccinal pour mes 100 spectateurs, et celui qui ne croit pas à la science n'est pas obligé d'aller à une pièce de théâtre dans laquelle on lui demanderait. Lydia Guirouz, d'accord avec le passeport vaccinal? En fait, j'aimerais être d'accord, mais il y a plusieurs éléments qui me font douter. D'abord, la vaccination n'est pas une réussite en France. On attend quand même des progrès. On est toujours un peu à la ramasse. Je crains que ce soit un peu discriminant parce que ce sont les personnes âgées qui ont été vaccinées prioritairement, et je pense que les jeunes seront les derniers à être servis. Et donc, pendant combien de temps encore ils devront attendre pour pouvoir sortir, aller au restaurant ou quitter le territoire national pour partir en vacances? Et après, il y a un autre élément, c'est qu'au niveau international, je me dis qu'en fait, les pays qui sont sous-développés, qui ont moins de moyens, qui accèdent moins à la vaccination, donc leurs ressortissants seront absolument bloqués dans leur pays, et ça crée comme ça, je trouve, une inégalité entre les générations, mais aussi entre les pays développés et pays sous-développés. Alors, Rosa Méziane, passeport vaccinal. On est en train de penser en fait à l'après, alors que la véritable difficulté, c'est la campagne vaccinale actuellement. Ça manque cruellement de stratégie. Je crois que hier, on en était à 250 000 places disponibles qui n'étaient pas remplies. Enfin, c'est juste ahurissant. Donc, c'est très bien de penser à la logistique de l'après, une fois que les gens seront vaccinés. Mais je crois que la priorité, c'est comment on vaccine plus. Alors, c'est peut-être déjà d'ouvrir plus facilement la vaccination et de ne plus rester comme ça dans leur calendrier en fait initial. Je crois que certaines choses doivent bouger. Et la seconde chose, c'est qu'on parle de passeport vaccinal, mais alors on a vu, c'est très très high tech, il faut utiliser les applications. Oui, il y a un QR code et autres. Encore une fois, est-ce que tout le monde sait utiliser en fait un QR code? C'est pas le cas pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées. On peut leur remettre un papier. Exactement. Dans ce qui a été présenté ce matin, il y avait une version papier dans ce qui a été présenté ce matin par Attal et l'autre secrétaire d'État. C'est déjà le minimum. Pour compléter un peu ce que dit Maître Lajoigny, imaginons, voilà, vous avez été vacciné, vous avez votre papier ou vous prenez votre QR code. On peut déjà remettre le pays plus ou moins en route, ou rouvrir déjà un peu avec ceux qui ont été vaccinés, avec les millions de personnes qui ont déjà reçu une première dose. Et surtout, donc ça, ou est-ce que c'est discriminant de dire attendez, à l'entrée du restaurant, je prends juste les vaccins. Qui a reçu les premières doses? Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont âgées. Alors moi, je veux bien que les terrasses soient remplies, en fait. Les 55 ans et plus. Oui, non, mais ceux qui ont une profession à risque. Donc en fait, on va voir qui sur les terrasses. Des enseignants, des soixantenaires. Moi, je comprends. Ils sont même pas encore vaccinés. Des gens qui peuvent avoir des pathologies. Donc en fait, on va avoir les personnes qui ont des pathologies et les personnes âgées. Enfin, je suis désolée. Moi, je comprends tout à fait. Si on veut retrouver un tout petit peu de justice, en fait, il faut ouvrir la vaccination. Donc le passeport vaccinal, c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée en l'état actuel. Alors, simplement pour répondre, moi je partage complètement vos observations, elles sont extrêmement pertinentes dans la mesure où effectivement il y aura une échelle et c'est très compliqué juridiquement à mettre en place. Ça va être honnêtement très compliqué pour le gouvernement. Mais je pense qu'on a le droit d'être ambitieux. Simplement sur
le pass sanitaire, pour essayer d'être un peu plus large que le passeport vaccinal, ce qui a été prévu ce matin par le gouvernement pour les aéroports, ça regrouperait quelqu'un qui serait vacciné, quelqu'un qui aurait fait un test d'anticorps, je crois, et quelqu'un qui... Il y aura un test PCR négatif aussi. On pourrait imaginer, typiquement, quelqu'un pourrait rentrer dans un lieu destiné aux gens qui auraient ce pass en ayant un... Non mais moi je suis d'accord avec vous, moi j'adorerais être vacciné, j'adorerais être vacciné, j'adorerais voyager. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de pays qui vous demandent un test PCR négatif. Oui. Donc, ou même pour aller en Corse, même pour aller à Monaco. Ils demandent quand même un motif. Attends, ils demandent quand même un motif impérieux. Mais un motif impérieux. Donc vous êtes en train de dire quoi? Mais tout le monde les a. Bravo pour un avocat, vous prenez en fait la phrase. Il faut aller voir un client. Non mais vous êtes magique, tout le monde doit avoir un motif impérieux. Mais je suis désolée, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays comme Dubaï, en fait, rempli de gens qui sont infestés, qui se retrouvent en quatorzaine. Moi je suis désolée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyage à partir du moment où on a une raison de voyager. Donc si le motif impérieux a été imposé par Dubaï, par exemple, typiquement, ils sont ultra intransigeants là-bas si vous vous faites choper. Donc non, aujourd'hui, on ne voyage pas. Ok. En fait, le passeport vaccinal, ça paraît être une bonne même idée. Sanitaire, hein, sanitaire, oui. c'est-à-dire vous avez des anticorps, vous avez fait le test PCR négatif ou vous avez été vacciné. Un des trois critères. Ça paraît être une bonne idée. Et sur le papier, ça en est une. Le problème, c'est que dans l'application, il y a déjà une question de temps, c'est-à-dire la durée de la campagne vaccinale. Et il y a aussi la question de qui. Encore une fois, je le dis, nous les jeunes, on sera les derniers vaccinés. Et je suis très heureux pour les personnes qui pourraient aller au restaurant. Mais les autres qui seront sur le banc de touche, vous pensez qu'ils vont rester chez eux? Bien sûr que non. Ils vont péter un câble. Ça va être un débat de malade. Et on va avoir des gens qui vont sortir. Impérieux aussi. Je trouve qu'on peut mettre ça dans le débat. C'est intéressant à débattre. Quelqu'un qui a moins de 30 ans qui n'est pas à risque, est-ce qu'il aurait besoin d'avoir un test PCR négatif? C'est une question. Non mais attendez, parce que du coup... Oui, ils vont vous dire qu'il faut un test PCR négatif quand vous avez moins de 30 ans, puisque vous pouvez le transmettre. Donc évidemment qu'il va falloir... Ou vous l'avez eu et vous pouvez avoir des anticorps aussi. Mais bien sûr. Dans quel cas, vous pouvez avoir votre sérologie et dire je l'ai eu. Le propre du politique, c'est d'anticiper. Ça peut être un des éléments pour sortir de la crise, même si ça reste quand même foncièrement, quand même, c'est les doses qui doivent arriver en France. Aujourd'hui, on a besoin de doses, on a besoin de vaccins qui arrivent et on n'en a pas. Et c'est pour ça que la vaccination ne s'ouvre pas à toute la population aussi rapidement. Alors que l'Allemagne va l'ouvrir aux jeunes à partir du mois de juin. Je trouve ça intéressant pour une chose, le passeport vaccinal, c'est pour les étrangers qui viendraient, pas les immigrés illégaux, mais pour les touristes en fait, qui viendraient en fait dans notre pays et essayer de sauver peut-être notre été. Là, effectivement, le passeport vaccinal aurait du sens parce que d'autres pays ont beaucoup mieux vacciné que nous. Mais pour nous, pour pouvoir voyager en fait à l'extérieur ou sortir, je crois que ça va être difficile en l'état actuel des choses. Ou si vous parliez d'ambition, sauf si notre gouvernement est un petit peu plus ambitieux sur la stratégie vaccinale pour pouvoir justement jouir du passeport sanitaire. Sur le plan public, ça sera très compliqué pour le gouvernement de le mettre en place parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça reste une discrimination. Sur le plan privé, on pourrait imaginer que quelqu'un qui veuille se produire absolument ce soir ou peut-être dans quelques semaines pourrait dire voilà, moi j'exige qu'il y ait des tests PCR négatifs. C'est déjà le cas. Et dans le cadre de l'organisation, comme le disait Charles Boyard. Avec des gens qui ont un test PCR. C'est fini. Au niveau des libertés publiques, ça pose quand même un problème. Vous pouvez circuler parce que vous avez le passe vaccinal, sinon vous pouvez pas circuler. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un risque et des débats qui doivent être assez importants là-dessus. Allez, petit tour de table pour voir si c'est vert ou si c'est rouge pour mettre la joie. En commençant par Rosa Méziane, passeport vaccinal, rouge, vert. Non, je vais mettre un rouge tout simplement parce que ce n'est pas encore une bonne idée puisque il y a une véritable carence sur la campagne vaccinale. C'est une idée audacieuse, mais par contre dans l'application ça ne fonctionnera pas, donc malheureusement rouge, mais pas bête comme idée. Je vous remercie. Il aurait pu mettre plus non, c'est non. Allez hop, Lydia Guirous. Alors, il faut anticiper, il faut essayer de regarder toutes les solutions qui s'ouvrent à nous pour réouvrir le pays, mais en l'état actuel, je crois que c'est une mauvaise idée puisque ça créera des discriminations et un problème de liberté publique. C'est comme sa cravate à mettre la Joanie, il a pris 3 rouges là, ce soir. C'est pas grave, il faut savoir parfois avoir raison tout seul. Ça c'est bien un truc d'avocat pour avoir le dernier mot. On va regarder la question qu'on avait posée sur les réseaux sociaux, passeport vaccinal favorable. Regardez, c'est un non, courte majorité, mais c'est quand même un non à 52%. On se retrouve demain à 19h pour le 120% News suivi de Qui va vous convaincre à 20h. Dans un instant, le dézoom avec Aurélie Caz. Bonne soirée sur BFM TV.